podcast du Virage. Bonjour, le Paris Saint-Germain est premier de Ligue 1 avec 12 points d'avance sur son plus proche poursuivant, d'ores et déjà qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions, deuxième de sa poule derrière Manchester City, ce qui en soi est un bilan très honorable. Sa dernière recrue, Léo Messi, vient d'obtenir son 7e ballon d'or, un sacre célébré au Parc contre Nice. À défaut de proposer du jeu, Paris vend du rêve à ses millions de fans dans le monde entier, en particulier les moins de 10 ans qui voient dans cette récompense la consécration ultime d'un sport devenu parfois plus individuel que collectif, au grand désespoir de certains vieux supporters dinosaures. Et de désespoir, il en est question justement lorsque, malgré ce bilan comptable irréprochable, nombreuses et nombreux sont celles et ceux, y compris dans le Virage, qui pleurent de voir nos vedettes interplanétaires produire aussi peu de jeux, notre coach aussi peu de charisme, notre ballon d'or aussi peu de kilomètres et notre prodige de Bondy aussi peu d'esprit d'équipe. Tout ne va pas mal, heureusement. Sergio Ramos a même fini par jouer en rouge et bleu, le temps de montrer à quelques Stéphanois apeurés ce qu'était un défenseur de grande classe. Ces quelques transversales lumineuses n'ont-elles pas été au passage l'un des plus grands moments de cette première moitié de saison ? Oui, poser la question, c'est déjà en partie y répondre. À mes côtés ce soir, la rédaction de Virage a fait comme Mauricio Pochettino. Virage renouvelle complètement son 11 et n'aligne jamais deux fois la même équipe cette année. Il n'a jamais peur d'une choucroute, ce sont les choucroutes qui ont peur de lui. Jean-Jacques Buteau, bonsoir. Bonsoir. Il n'a jamais peur de résoudre une équation impossible, c'est pourquoi il cherche encore à démontrer que tout va bien au Paris Saint-Germain. Bonsoir Arnaud PE. Bonsoir. Il n'a jamais peur de couper la parole de Jérôme Réjas, c'est pourquoi, en l'absence de notre dépressif romantique officiel, c'est à lui qu'il faudra tenter de couper la parole. Bonsoir Mathieu Sabag. Bonsoir, je veux les noms des gens qui ont dit que Mbappé n'était pas collectif, il n'avait pas d'esprit d'équipe. La dernière fois, il était là parce qu'on enregistrait dans sa cuisine. Aujourd'hui, il est là pour faire régner l'ordre dans cette jeune team inexpérimentée. C'est le rédacteur en chef de Virage, le boss, Xavier Chevalier. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voici donc le casting du podcast du Virage, épisode 20. C'est parti. Au programme ce soir, plus ou moins comme d'habitude, 3 grands thèmes de débat. Je vais commencer par le premier, qui est très difficile à dire, je vous préviens, mais le sens est important. Qu'est-ce que ce début de désamour dit de ce que le club est devenu ? Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures, un peu moins. Alors, je vais faire une courte intro. Des amours, pourquoi ? Oui, il me semble qu'il y a des amours, au moins les prémices d'un désamour, au moins d'une forme de lassitude. Je vais citer, pour illustrer mes propos, un auteur célèbre, a déjà cité, Jérôme Réjas, qui n'est pas là ce soir, vous l'avez compris, mais qui nous manque évidemment. Mais même quand Jérôme n'est pas là, il est là quand même dans nos cœurs. Absolument. Il a dit, ou plutôt il a écrit un soir de Manchester City PSG, ouvrez les guillemets, encore une fois, Paris peut battre n'importe qui, n'importe quand, son seul ennemi c'est lui, aucun club en Europe ne fonctionne comme nous, aucun. Je pourrais me satisfaire, même revendiquer cette anomalie, en mode on vous encule, on n'a besoin de personne, ici c'est Paris, blablabla. Mais entre nous, je suis fatigué par le gâchis, j'ai bouffé trop de chantilly, je veux juste une équipe qui perd peut-être, mais qui joue juste ça, et je crains que ce ne soit qu'une utopie. On a 1000 points d'avance en Ligue 1, on est qualifié en 8e, on devrait danser, chanter, bander, et rien. Frustration, lassitude, bégaiement, et rien. Certes, cette année, on a joui 4-5 fois en arrachant le truc à la toute fin, mais merde, avec nos joueurs, on reconnaît bien le style de genre. On devrait voir tout autre chose. Je rajoute quand même cette phrase qu'il a également écrite. J'aurais juste aimé que Neymar la foute au fond, ça aurait fait un but splendide. Bon, l'intro, voilà, vous avez compris l'idée, c'est que, il me semble quand même, déjà à vous lire, à vous écouter dans les différents groupes dans lesquels vous intervenez, et puis de manière générale, il y a une atmosphère. Comment le résumer ? On ne reconnaît plus notre club. Notre club est devenu ce truc interplanétaire, ce succès marketing mondial. Et en même temps, on a des joueurs qui sont tous exceptionnels, empilés comme une brochette, mais qui ne semblent pas vraiment là pour nous faire plaisir, ou en tout cas pour produire du jeu. Bah après, le truc, c'est que... Est-ce le début d'un désamour ? Xavier Chevalier. Ouais, on a connu des années plus difficiles en termes de production de jeu, en termes de résultats, en termes de classement, en termes d'ambition aussi. Alors, si je peux me permettre, c'est l'adéquation entre les joueurs qu'on a et le jeu qu'on produit. Parce que quand tu ne produis pas de jeu et que tu n'as pas vraiment les joueurs, c'est un peu moins. Non, ce que je veux répondre, là, je réponds à ta question sur le désamour. C'est-à-dire, on peut se poser la question de se dire on a vu des choses horribles au Parc des Princes
sur le terrain où limite, je me moquais de mes joueurs, mais avec une espèce d'affection, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle d'une époque avec notre milieu de terrain qui était quand même vacillant, avec beaucoup de respect pour Clément Chantôme ou des Modeste Mbabi ou des Hugo Léal, mais c'était quand même pas terrible. Mais je me souviens qu'il y avait un côté un peu Muppet Show, c'est-à-dire qu'on allait au stade, on se marrait, on était un peu résignés au truc, mais ça faisait partie un peu du club et ça nous dérangeait pas. Là, à titre personnel, ça me dérange un peu plus, dans le sens effectivement, on a sur le papier une équipe plus forte et on arrive à en faire pas grand-chose quand même. En tout cas, Maurice n'arrive pas à en faire grand-chose. Alors j'ai l'impression qu'en plus, ça joue sur son moral vu la gueule qu'il tire pendant 90 minutes sur son banc. Donc en fait, on est dans un truc dépressif là, qui est insupportable, que ça soit l'image que peut en donner Mauricio Pochettino, qui était un joueur que j'adorais. Et puis, effectivement, sur le terrain, ce qu'on en voit, quoi, parce que on a quelques-uns des meilleurs attaquants du monde sur le papier. Et là, pour l'instant, la mayonnaise, elle ne prend pas. C'est un fait avéré. Je crois qu'on n'est pas, on va pas s'inventer une vie de spécialiste du football ici, quoique, mais on est juste des amoureux du PSG, des supporters, des amoureux des tribunes. Et ce qu'on voit sur le terrain, ça nous donne pas, enfin, en tout cas, moi, ça me donne pas tellement envie, quoi. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses là-dedans. La première, je crois, c'est le Paris Saint-Germain n'existe plus. Arrête. Bien sûr que si. Notre Paris Saint-Germain n'existe plus. Mec, il ouvre avec ça. Mais bien sûr, avec ça. Mais bien sûr. Tu dis le Paris Saint-Germain, Modeste Mbabi, Clément Chantôme, Mauricio Pochettino. On peut remonter encore plus haut. On peut aller jusqu'à Pichot. Ce Paris Saint-Germain-là n'existe plus. C'est très très clair. On n'a plus ce côté. Dire ça au mec qui allait voir Battenet, qui allait voir, je sais pas moi, Jean Vion, tu vois. Bien sûr. Mustafa Daleb. D'accord. Mais je suis pas du tout d'accord. Comment tu peux dire qu'on n'a pas ce côté loser alors qu'on a réussi jusqu'ici à faire. Enfin, t'avais déjà vu Messi, comme hier, balancer une frappe seul face au but, limite face au but vide, balancer une frappe au-dessus de la cage. Le truc, c'est magnifique. C'est que tu n'attends pas la même chose de Messi et de Pichot. Et donc, quand Pichot met 3 points comme au rugby, effectivement, je suis comme Xavier. Tu peux pas t'empêcher. T'as effectivement envie de te marrer, quoi. Enfin, voilà. Quand Messi fait ça, ça te fait pas rire parce que t'attends pas que Messi soit dans ton club. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait que Messi, finalement, qu'on arrive à pourrir son talent de temps en temps, je le dis pas tout le temps, mais de temps en temps, ça, c'est notre ADN. Alors, moi, cette musique-là, on l'entend beaucoup. C'est très toujours, Paris Saint-Germain. Bien sûr. De gâcher, d'avoir des stars et qu'elles soient malheureuses. Mais est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire de Non, ça, mais je te dis pas que j'en suis satisfait. En fait, sur ce que tu disais, il y a un désamour, il y a de la dépression, il y a... Bon, Pochettino, c'est vrai, hein, Xavier, je suis d'accord avec toi, c'est le visage, c'est un poster pour la dépression. Hein. Pochettino, vraiment, tu le vois, il a l'air triste, il a l'air malheureux. Et moi, je me souviens, ce qui est drôle, c'est qu'avant le début de la saison, on se disait, on a une super attaque, mais on va douiller dans l'équilibre de l'équipe. Moi-même, je l'ai dit, on va douiller dans l'équilibre de l'équipe avec vraiment un milieu qui va prendre l'eau, on va prendre des tonnes de buts, on va peut-être en marquer quelques-uns, on va prendre des tonnes de buts. Et c'est drôle de voir que finalement... En Ligue 1, tu t'attendais à prendre des tonnes de buts en Ligue 1, toi. C'est là où on en a pris le plus, donc oui. Mais ce qui est drôle, c'est de voir que c'est finalement l'animation offensive qui pêche parfois. Où on voit des matchs entiers où on est complètement stérile. Hier, l'équilibre pêchait. Et si on prend pas de but hier, c'est PSG Nice. PSG Nice, excusez-moi. Hier, si on prend pas de but, c'est parce que devant, les Niçois sont nuls. Parce que quand t'es seul devant le but et que tu la fous sur le poteau, c'est que t'es nul. Mais c'est de leur faute, hein. C'est de leur faute. On va dire c'est à Messi, il l'a fait dimanche dernier. Non, mais là, il y avait quand même un clair souci. Donc, pour moi, il y a quand même un problème. Il y a quand même Donnarumma est fort. Et puis, il a une qualité exceptionnelle, c'est qu'il a l'air d'avoir de la chatte. Donc, ça, c'est très bien pour un gardien. Mais le déséquilibre, il y est. Enfin, le nombre de contres qu'on se prend contre Nice, c'était méchant, hein. Là, on parle de football, mais la vraie question de Romain, c'est aussi ce côté un peu désamour. Je me trompe ou pas? Donc, ouais, c'est une sorte de dimension. C'est comme t'as grandi trop vite, quoi. Jérôme, il dit j'ai bouffé trop de chantilly. À un moment, il faut qu'il y ait un gâteau, quoi. Que là, on empile des kilomètres de chantilly. Les mecs sont tellement soyeux au niveau touche de balle, ils sont forts.
mais en fait, pourquoi on n'en fait rien? Pourquoi on n'a pas un jeu d'équipe? Pourquoi il n'y a pas de mouvement? Pourquoi ça court si peu? Il y a des choses qui sont qui me paraissent assez évidentes. Alors attention, je vais dire un gros mot, mais moi j'étais contre l'arrivée de Messi. J'étais contre parce que t'es pas le seul ici. Arnaud a écrit un papier qui s'appelait Messi mais non. Mais en fait, si tu veux, j'ai rien contre ce garçon, mais pour moi, ce mec, c'est le Barça, quoi. Enfin, c'est son club, c'est sa vie. Il est venu à Paris pas pour les bonnes raisons. En plus, il commence à être un peu âgé. Il avait beaucoup axé son jeu quand même sur cette incroyable vitesse, cette répétition des pas, de touches. Il a encore ça, évidemment. C'est un génie, ce type. Mais il a plus le niveau qu'il avait. Il a un statut qui est complètement différent en arrivant à Paris. Aujourd'hui, les joueurs du Paris Saint-Germain, lui comme d'autres, sont des actifs presque plus importants que le club en lui-même ou que les gens qui sont censés s'en occuper. Donc, c'est un vrai souci et ça a déséquilibré le truc. J'étais sûr que ça se passerait mal. C'est horrible de dire ça, mais ça se confirme pour l'instant. Faut pas être trop non plus négatif, mais j'ai envie de dire, pour être presque positif, je pense que c'est quand on a touché le fond de la piscine qu'on va remonter. Là, franchement, c'est tellement pathétique pour l'instant. Enfin, pathétique, c'est pathétique ce qu'ils proposent sur le terrain que je pense qu'à un moment, il va y avoir un déclic. C'est obligé. Alors, je sais pas comment va se passer ce déclic, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, sportivement, c'est du gouloubi-boulga de football, quoi. Excusez-moi, c'est une expression de vieux des années 80, mais voilà. Et puis surtout, pléonasme. Mais c'est à côté de Casimir aussi. Ouais, voilà, mais si tu veux, en plus de ça, quand tu as ton meilleur joueur, Kylian Mbappé, c'est indéniable, c'est le meilleur joueur du PSG, quoi, avec Marquis. Mais bon, voilà, celui qui fait la diff, c'est lui. Quoique là, il en a mis quelques-uns, Marquis. Quand tu as le meilleur joueur de ton équipe qui clairement dit à tous les médias qu'il veut se casser, à demi-mot, mais c'est clair, comment tu crées un truc? Et c'est pour ça aussi que Maurice, il est un peu en dépression. Comment tu crées une unité autour de ça, quoi? Entre un Messi qui est pas venu pour les bonnes raisons, entre un Mbappé qui veut se casser, entre un Neymar, malheureusement, qui commence à être cramé parce que c'était un enfant roi, il a commencé trop jeune, ou très jeune parce que c'était un génie, et il commence à être fatigué. Voilà, puis un effectif qui s'est pas renouvelé, qui est pas construit pour l'avenir, en tout cas. Franchement, c'est compliqué, quoi. Donc, alors on sait pourquoi un peu ils ont fait tout ça. Il y a un projet qui est un projet star jusqu'à la Coupe du Monde. J'ai envie de dire, moi, mon espoir, il est là. C'est de me dire, ok, les mecs, ils ont fait all-in sur les paillettes. Il y a une Coupe du Monde en 2022. Et peut-être qu'après, on aura une politique sportive qui sera un peu différente. En tout cas, je l'espère. Jean-Jacques, démerdez-vous avec ça. Là, il y a un truc que je trouve qui est toujours en ligne en fond, c'est le paradoxe, c'est que le côté paillettes, recruter des stars, c'est un peu effectivement dans l'ADN du club, c'est un peu l'histoire du club. Mais c'est comme si là, il restait plus que ça et que du coup... Moi, je le trouve vachement négatif en fait. C'est vrai qu'au niveau du jeu, je suis d'accord avec toi, et dans le Globi Bolga. Je suis complètement en dépression. Jean-Jacques, je vois ça, c'est pour ça on va je en vais parler. au Parc des Princes, je me fais chier. Sur le but. Le seul moment où j'ai kiffé cette saison, c'est quand Messi met son but face à City. C'est le seul moment où j'ai eu une explosion de joie. Si le but Mbappé, parce que j'étais à Manchester Franchement, là, à ce moment-là, je dis, on va les baiser. On va enfin les baiser. On va les baiser, ça va être magnifique. On va tenir le score, ça va être magnifique. Bon, après, on a été rattrapé par un truc qui s'appelle le foot. Mais voilà. Non, mais je pense qu'en fait, dès le début de saison, en fait, il y a eu beaucoup d'espoir, quoi. Et je pense qu'en fait, vous êtes déçus. Mais si on relativise un petit peu, c'est vrai que dans le jeu, on n'est pas bon. Maintenant, Messi, même quand il rate des trucs, il fait 3 passes décisives, quoi. C'est vachement important ça parce que hier il fait des trucs incroyables. Hier, il y a une action, il fait un petit pont, il se fait savater 2 fois, il reste debout, il arrive à filer une passe décisive, bon, qui ne sera pas marquée, mais. J'ai pas dit que c'était une chèvre. Hein. Non, mais. J'ai parlé de pourquoi il est venu à Paris. Parce qu'il n'a pas le choix. Ouais. Il n'a pas le choix, arrête. Il joue gratos à Barcelone. Il n'a pas le choix. Il va pas jouer gratos à Barcelone. Non, il aurait pu. Pour recentrer le débat sur nous et peut-être sortir un petit peu de Messi. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que tu viens de dire, Xavier, c'est Messi, c'est Barcelone. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème d'identification de nous à notre propre club? Est-ce qu'on arrive encore à s'identifier à notre propre club? Est-ce qu'il n'est pas là le souci? Le club a changé, c'est sûr. Mais tu dis que ça a été vite, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Je trouve pas que ça a été très vite. Hein. Non, c'est pas rien. Dans un club qui a 50 ans. Et après, par contre, ils ont peut-être changé effectivement de politique parce qu'au début, Nasser, il voulait créer le futur Messi. Les jeunes, on voit qu'à ce moment, il y en a pas beaucoup qui jouent.
On a le vrai Messi, donc ce qui effectivement, vu la Coupe du Monde, comme tu dis, ils ont privilégié d'achat de stars avant et après ils vont revenir, je sais pas. Je comprends pas ce parallèle avec la Coupe du Monde. Ok, enfin, j'ai bien compris, hein, c'est le Qatar qui l'organise, c'est le Qatar qui possède le PSG, mais en quoi est-ce que avoir une bonne équipe du PSG, ça reflète bien sur la Coupe du Monde au Qatar. C'est pour une crédibilité. La crédibilité, elle se jugera sur les stades, le dispositif d'accueil, tout ça. Ça les rassure. Ouais, mais pour revenir sur le Paris Saint-Germain et sur l'identification et le fait qu'on tire du plaisir ou pas, moi, je me demande pas si un truc qui nous manque, c'est pas justement d'avoir ce moment où, sur le terrain, t'avais des espèces de losers, des mecs qui étaient un peu attachants, et ça, on les a plus. Et du coup, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir inutile ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire... On a quand même Thilo Kehrer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu en train de devenir notre chouchou. Et Danilo. Mais si tu veux, on est un peu... Enfin, je veux pas que ça paraisse positif pour nous, péjoratif pour les autres. C'est pas le cas. Non, c'est pas ça. On a connu d'autres choses. Et donc, on attend peut-être d'autres choses qui, j'insiste, qui n'existent plus. Et donc, on n'est plus utile dans ce côté... Allez, on va les aider à se dépasser. Allez, on va rassurer les mecs qui sont mauvais. Des mecs qui sont mauvais, il y en a plus, quoi. Non, mais c'est pas uniquement ça. Enfin, on n'est plus derrière. Enfin, je vais revenir au plan Le Pou, hein, mais je pense que ça joue aussi. Le public, c'est plus la même chose. Quand tu dis que tu vas au parc, c'est plus comme avant. Bah ouais, mais ça joue aussi. Est-ce qu'il y a besoin d'un public au parc ? C'est une méga provocation. Hein. Bah, ils ont démontré que non. Mais pourquoi ? Non, mais excusez-moi, il faut pas quand même minimiser le travail du Cup. Non mais les mecs ils travaillent, ils bossent et c'est super agréable quand t'es à côté. Moi hier j'étais juste à côté et les mecs ils font un boulot dingue et tu kiffes. Hein. Mais est-ce que sur le terrain ils en ont quelque chose à foutre ? L'année dernière, non, tous nos matchs à domicile on les perd, on est à huis clos. Quand tu vois la réaction de Di Maria face à la qualification à Dortmund où le public n'avait pas pu aller au parc, je pense qu'ils s'en ont pas rien à foutre, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce jour-là ? Parce que honnêtement, si tu me demandes le dernier gros moment de kiff, c'est pas la finale, c'est ce moment-là. Il me semble. La communion. L'Atalanta, c'était énorme. Oui. Ouais, mais à cause de la surprise, t'as failli perdre ce match et c'était à Lisbonne, il n'y avait pas de public. Voilà. Non, mais il n'y avait pas de public. Mais... Espèce de communion collective avec le public. Non, il n'y en a pas eu de. Non, il y en a pas. Moi, j'ai pas l'impression. Mais c'est clair. Tu l'as vu l'an dernier, ça faisait plus peur l'an dernier d'aller au parc parce qu'il n'y avait plus le public. On jouait tous les matchs à huis clos à cause du Covid. Je suis désolé, hein. Tu venais au parc, tu pouvais gagner. Alors qu'avant, aller au parc, ça faisait flipper les équipes. Là. On gagnait nos matchs à domicile, on les perdait à l'extérieur. L'an dernier, Barcelone, le Bayern, toutes les grosses écuries qu'on a réussi à s'imposer, on s'est imposé à l'extérieur et pas à domicile. C'est quand même un signe. Enfin, après le plan Le Pou, on a quand même joué pendant des années sans public. Et on jouait super bien, et on a eu les résultats. Donc, je pense qu'ils nous ont démontré que malheureusement, on ne servait à rien. Quoi. Mais tu es en train de dire qu'on n'a pas besoin des supporters ? Bah, c'est ce qu'ils nous ont démontré, ouais. Je pense que si on jouait le maintien comme on jouait avant, oui, on en a besoin. De sortir cet intrus ? Non, mais en 2008, on avait un rôle à jouer. Je vais dire un truc encore plus horrible. Je crois que les supporters font partie de l'expérience fournie par le Parc des Princes et que maintenant, les supporters sont devenus une fête commerciale. Alors, je vous trouve. Alors là, pour le coup, cette fois-ci, je vais passer de l'autre côté. Je vous trouve un peu dur parce que je trouve que c'est un mini manque de respect, voire un très gros manque de respect pour ce que font les groupes. Je dis qu'ils sont utilisés et que les mecs ils sont à fond et que j'ai un énorme respect pour eux. Hein. Ah non, à fond. Hein. Peut-être que le club voit ça comme ça, mais je ne crois pas. Et je pense que l'implication de ces groupes, ce qu'ils font et tout ça, suffit en lui-même pour légitimer leur existence au Parc des Princes. C'est pas ça qu'on remet en question. C'est est-ce que ça compte vraiment pour le club, pour les joueurs que ce soit. Je pense. Moi, j'ai peur que ce soit pour vendre des billets. Pour le club, peut-être pas. Pour les joueurs, oui. Entre 2010 et le retour du Cup, franchement, il n'y avait rien au parc. Il n'y avait pas d'ambiance. Il n'y avait rien. Déprime. On jouait bien. On avait les résultats. Alors, attends. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais par contre, quand on avait deux gros pop, il y a une époque, celle de Canal, et puis même avant ça, excuse-moi, ça jouait bien, il y avait deux copes énormes. On a eu deux copes énormes. On a eu deux copes énormes, on a joué la relégation. Je veux dire, voilà. Attends. Je dis pas que le public n'a pas d'impact sur un match, mais. Excuse-moi. Tu parles de quelle période là ? 2010 à quoi ? 2014 ? Après le plan Le Pou jusqu'à l'arrivée du Cup. Ouais, mais jusqu'à l'arrivée du Cup, on a quoi comme gros parcours ? On gagne le championnat de France. Encore heureux, il manquerait plus que ça. Parce que vu on n'a pas gagné l'année dernière. Vu l'effectif qu'on s'était payé. L'année dernière, il n'y avait pas de supporters. Mais. Si. Non, il n'y avait pas de supporters l'an dernier. C'est bien ce que je te dis. T'as raison. On a gagné, évidemment. On avait l'effectif qui surdominait la Ligue 1 à une époque où.
qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Hein. Aujourd'hui, la Ligue 1, il y a des joueurs qui sont là aujourd'hui en Ligue 1 qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas le PSG contre qui jouent en face. Hein. T'as des mecs qui seraient jamais venus. Même Fils-de-Paille, il serait jamais venu à Lyon s'il n'y avait pas eu le PSG en face. Il est reparti. Il en est reparti, mais il serait jamais venu s'il n'y avait pas eu le PSG. Donc pendant des années, on a gagné en surdominant la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, on s'arrêtait systématiquement au quart de finale quand on avait une équipe un peu battable en 8e, mais sinon 8e de finale. Donc, là où on allait plus loin en Ligue des Champions, c'est quand on n'avait pas de supporters. Bah voilà, c'est à huis clos. C'est ça. Non, c'est une année particulière, pardon. Les gars, en fait, c'est une année particulière, on joue un Final 8. Un truc pour mettre tout le monde d'accord, là où on est tout le monde d'accord, c'est que sans supporters, t'as pas l'expérience là qu'on a eu avec Di Maria sur la rambarde, et effectivement, c'est le truc le plus kiffant qu'on a eu des je sais pas, 5-6 dernières années, peut-être même 15 dernières années. Enfin, c'était ouf. Ouais, je suis d'accord. Je peux peut-être rebondir sur un truc que tu disais, Arnaud, qui est intéressant quand tu parlais de l'époque où on avait des joueurs un peu totem qui n'étaient pas forcément très très bons. Je pense qu'il y a aussi il y a deux choses. Quand les Qataris sont arrivés, il y avait une espèce d'excitation assez folle parce qu'ils ont tout de suite signé des joueurs qui pour nous étaient un gros calibre et qui progressivement étaient impressionnants, notamment l'année où on arrive avec Zlatan, Thiago Silva, Verratti, je crois, c'est la même année. Et donc il y a aussi cette espèce de découverte de fraîcheur pour nous, en fait, les supporters, d'un truc qu'on n'avait pas connu. Donc il y a une fraîcheur. Ensuite, il y a, par rapport, justement, on parlait de joueurs totem, il y a aussi le fait qu'on ait à recruter des bonhommes, quoi, qui se sont affirmés, avec effectivement des Zlatan, des Mota, des Silva ou des Blaise Matuidi, qui n'étaient pas à ce moment-là, quand il arrive de Saint-Étienne, une valeur sûre dans le sens gros potentiel, on le savait, mais qui a incarné le club, on ne le savait pas nous-mêmes. Il est venu énorme. Donc on avait un peu des gars sur le terrain qui dégageaient quelque chose de fort. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a moins ça. On a Marquinhos, évidemment, mais qui est un peu qui est un peu l'héritier de Thiago Silva et qu'il a été par défaut, entre guillemets. C'est un peu dur ce que je dis, mais parce que Silva est parti. Mais j'ai aussi ça, moi. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement ce côté, il y a moins de fraîcheur aujourd'hui, parce qu'on en est arrivé à plus de 10 ans de QSI. Ah, c'est très vrai. Et qu'on est arrivé à une espèce de cycle. Chantilly. On est arrivé au bout d'un cycle. On est arrivé à un truc où ça devient banal de gagner. On gagne sans panache. Et finalement, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'espère que pour les plus jeunes, ils ont pas cette sensation-là que j'ai moi. En tout cas, je leur souhaite. Je pense pas. Je pense que les plus jeunes, ils ont pas cette sensation. Mais tant mieux. Tant mieux. Enfin, les plus jeunes, ils voient quand même que ça produit pas beaucoup de foot, quoi. Ouais, je pense qu'ils sont pas non plus naïfs. Ils sont pas débiles, hein, ils voient bien. Et il y a aussi ça, je trouve qu'il manque sur le terrain des mecs. Tu vois, moi, j'étais un fan de Javier Pastore, alors que la moitié du parc le sifflait, mais je trouve que ce mec, il dégageait un truc magique. Aujourd'hui, dans l'équipe type, quand Marco est pas blessé, il y a Marquis, quoi. Qui d'autre? Le truc en fait finalement, c'est que quand tu recrutes Messi, 6 ballons d'or, maintenant 7, et que tu le vois jouer, match après match, semaine après semaine, tu peux que être déçu en fait. Tu peux que être déçu parce que tu t'aperçois que l'idole, le meilleur joueur du monde, de temps en temps, il marche. J'ai l'impression de pas vous suivre en fait, parce que le sujet il est justement pas individuel. C'est-à-dire que tous ces joueurs ils sont magnifiques individuellement, ils sont capables de faire des gestes stratosphériques, ils sont pas toujours bons, mais ça c'est normal. Mais c'est le fait que ça joue pas ensemble, quoi. Je pense que ce que tu voulais dire aussi, ça se déboîte pas. Tu vois pas d'organisation sur le terrain. Tu vois pas les schémas de jeu, tu vois pas de collectif. Moi je m'en fous ça. Ça c'est l'entraîneur. Tu t'en fous de ça? Tu t'en fous de voir du football en fait? Non. Tu veux juste voir des mecs qui jouent dans une cour d'école et qui sont super bons techniquement? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, je suis pas supporter de foot, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Moi, ce que je veux, c'est voir le Paris Saint-Germain gagner. Ouais, voilà. Ouais, non, mais là, au moins, ça simplifie les choses. Moi, ça me va pas. En fait. Les 3 points. Moi, ça me va pas. Mais ça me va pas du tout. Non, mais ça va pas du tout. J'assume la nullité footballistique. Je suis partagé. C'est-à-dire que dans les matchs à grands enjeux comme ça, qu'on doit gagner, type finale ou mais surtout, pourquoi opposer les deux? Pourquoi opposer les deux? C'est en jouant bien que tu as le plus de chances de gagner, en général. Bien sûr. En général, oui. Mais si on gagne et qu'on a mal joué, disons que je serais content de la victoire. Bien sûr. On est champion du monde comme ça. Au bout d'un moment, bien sûr. On se calme tout de suite. Bien joué. On a très bien joué cette Coupe du Monde 2018. Je ne vous laisserai pas dire ça, monsieur, mais ne nous lançons pas dans ce débat.
Mais là où t'es complètement disqualifié sur l'analyse football. Là. Tout ce que tu vas dire va être. Il l'a assumé en même temps. On a magnifiquement bien joué, on a muselé tout le monde. Après, ils sont tous cassés les dents et puis c'est tout. Je suis désolé. Ça veut dire quoi, c'est gagné. C'est faire des roulettes, des petits ponts et voilà, ou c'est avoir l'organisation. C'est gagné. Il n'y a pas de note artistique au football. Bien joué, c'est gagné. Quand l'équipe de Pochettino fait 10 matchs où on gagne par des buts de raccro à la dernière minute, je kiffe 10 fois. Le point, c'est pas de dire est-ce que c'est mieux de gagner que de perdre. Évidemment, c'est mieux de gagner et ça procure un kiff de gagner. C'est de dire est-ce qu'on peut se satisfaire juste de gagner quand on propose aucun jeu, aucun développement de jeu. On a des joueurs fabuleux et il se passe pas grand-chose sur le terrain à part des gestes techniques, des gestes de grande classe. Oui, d'accord, mais on n'a pas de jeu collectif, on n'a pas d'animation offensive. On a une bouillie de football. Vive les buts contre son camp du défenseur adverse. Vive les reprises de la couille gauche. Vive les buts pourris, les matchs ratés que tu gagnes 1-0. Vive tout ça. Gagner fait bander. Alors, je suis d'accord sur gagner fait bander, mais la question, et c'est là où je pense que c'est à quoi tu veux répondre, qu'est-ce qui fait bander le plus longtemps ? Qu'est-ce qui fait tenir ? Parce que oui, si tu joues pas bien, mais que tu gagnes, tu vas bander. C'est sûr, tu vas bander. Tu vas bander 3-4 fois par match. Sur les buts, sur les actions défensives importantes qui vont se produire. Tous ces moments-là, tu vas bander. Mais si tu joues bien, tu vas bander longtemps. Après, tout dépend de ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères bander beaucoup ? Sans compter que c'est quand même longtemps. Un peu fou d'opposer les deux, sachant que le meilleur moyen de gagner, c'est quand même de jouer. Non, mais ça, bien c'est souvent. Sûr, ça, c'est sûr. En fait, l'orgasme, c'est quoi ? C'est la victoire. Moi, je pense, oui. Mais après... regarde, des victoires. Mais pourquoi on en parle alors des victoires ? Il n'y a que ça cette année, des victoires quasiment. On n'a que des victoires. Parce qu'on est déçus du jeu. Ah voilà. Mais au final, on a quand même l'orgasme. Ah ouais, je sais pas. Non, mais je crois qu'il y en a plein qui ne bandent plus, moi. Non, excusez-moi. Pas sûr. Moi, je ne bande plus du tout. Ouais, mais c'est l'âge. Mais ça te fait du bien. Vas-y, parle-en, c'est important. On ne te jugera pas. Ça, c'est cette barbe blanche. Je pourrais rester silencieux face à ce petit problème, mais en l'occurrence, je me fais un peu chier quoi, au Parc des Princes. Je ne bande pas du tout sur cette équipe, quoi. Et pour l'instant, elle me procure pas de plaisir. J'ai beau me toucher discrètement dans ma tribune, il n'y a rien qui se passe. Mais vas-y, dis-le-nous quand même que à Lyon, le match contre Lyon là, c'était bon ça. Non, j'ai plus explosé sur le but face à Metz parce que c'était pas chez nous. Et punir des ploucs chez eux, il n'y a rien de plus excitant pour moi, quoi. Donc en fait, tu es sadomaso là. Ouais. C'est le fouet. C'est le fouet. Ouais. J'aime bien. Je valide. Surtout quand ça vient de l'Est. Donc, on est super content de gagner, pas hyper content du jeu qui est développé. Est-ce que le sujet, il est l'effectif, qui est tellement glorieux, qui a tellement gagné et tellement talentueux qu'en fait, limite, ça les ennuie de jouer la Ligue 1, par exemple. Et l'excitation revient quand ils jouent en Ligue des Champions, mais manque de bol, on n'a pas développé de jeu, donc le jeu, ça s'allume pas comme ça quand on le décide. C'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est sur le banc que ça se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on n'aligne pas la même équipe d'un match sur l'autre, quoi. Depuis 100 matchs, tu m'as dit ? Il y a 100 compos différentes, ouais. Voilà. Impossible de créer un fond de jeu, quoi. Alors ça c'est vrai. Donc ça pointe l'entraîneur. Moi je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais l'entraîneur il subit aussi les blessures, il subit. Oui, c'est sûr. Mais je suis pas d'accord avec toi. À part Verratti, on n'a pas. Tu plaisantes ou quoi ? Tu rigoles, on a tout le temps des blessés. Tout le temps des blessés. Parce qu'on a tellement de joueurs. Oui, mais bon, ça empêche de poser une composition stable. Depuis le début de la saison où tous les observateurs te disent le PSG il a un effectif qui est taillé pour jouer en 3-5-2 avec 3 défenseurs centraux. Ramos est blessé depuis le début de la saison. 30 secondes en arrière. À part Verratti, à part le meilleur joueur, quoi. Tu peux pas... Ramos. tu peux pas dire à part ce que vous venez d'entendre, c'est le genou de Marco Verratti. Je suis en train de bouffer un Krekos, un truc là. Un tucuc. Verratti, c'est le joueur sur lequel toute notre équipe est basée. Et c'est une erreur, c'est un défaut. Hein. Mais du coup, quand tu dis à part Verratti, à part Verratti, plus rien. T'as Ramos, comme tu disais, t'as Ramos, t'as Wijnaldum qui est blessé aussi souvent. Enfin, ils viennent d'arriver. Wijnaldum blessé, t'as eu tout le monde. Kimpembe qui s'est blessé aussi, t'as Neymar qui est blessé maintenant. Draxler. T'as Draxler, évidemment, cette pièce maîtresse indispensable. Neymar, t'as eu Neymar, t'as eu Messi. Messi s'est blessé aussi. Non. Mbappé. Au-delà de la question d'un effectif pléthorique et d'une... C'est l'équilibre.
C'est l'équilibre le problème, comme toujours. On vous a épargné quand même l'épisode argentin. Bois de Boulogne Non, la Bois de Boulogne, non, pas du tout. Boulogne, ça c'est espagnol, c'est même brésilien, même basque. Ça parlait de la famille Cardi. Bon. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, mais oui, on l'avait oublié celui-là. Non, attendez, voilà. Ça, si ça, c'est pas Paris. Si ça, c'est pas magnifique, si ça, c'est pas digne de nous. Mais pour en revenir à l'effectif et au fait qu'on n'arrive pas à reprendre de plaisir, et pour reprendre cette métaphore sexuelle de l'excitation procurée par le PSG, est-ce que finalement, quand on nous a recruté Neymar, puis Mbappé, puis Messi, on se retrouve pas à avoir une super promesse, c'est, les gars, tous les 3 jours, vous allez coucher avec Monica Bellucci. C'est la plus belle femme du monde. Et en fait, finalement, Monica Bellucci, elle pue des pieds, quoi. Le soir, à la fin du boulot, quand tu l'as au quotidien, tu t'aperçois qu'elle pue des pieds, quoi. Et le lendemain matin, quand tu la fréquentes vraiment, elle a les cheveux dans la gueule, finalement, elle est peut-être un petit peu en fin de carrière. Est-ce qu'il n'y a pas de ça, quoi ? De plus en plus patriarcal, ce podcast, je ne peux pas cautionner. Ouais, là, ça dérape un peu, là. Alors, moi, je reviens sur un truc que tu disais tout à l'heure. Tu disais, cet effectif, on en a trop... il est trop fort pour la Ligue 1 et finalement, il y a une certaine lassitude à laisser aller en Ligue 1 et il se sublime en Ligue des Champions. C'est pas forcément vrai. Non, cette année, c'est pas vrai. Premier match de Ligue des Champions face à Bruges. Mais ça en est encore plus grave. C'est-à-dire que même l'excitation de la Ligue des Champions, elle vient plus. Donc, on en est à imaginer que ça va vraiment commencer. C'est une question de mental. Que en 8e. C'est pas le mental. C'est pas le mental des joueurs. Non, pour moi, c'est une question d'équilibre d'effectifs, de jouer ensemble, de jouer les uns pour les autres. Alors, appelez ça du mental si vous voulez, mais c'est pas du mental du type il a pas envie. C'est pas de l'envie, tu vois. C'est pas de ça. C'est du collectif de jouer les uns pour les autres. Quand hier, contre Nice, tu cours 10 km de moins que ton adversaire... C'est normal, t'as Messi dans ton effectif. Il y a un petit manque d'envie quand même. Mais t'as Messi dans ton effectif. Évidemment que tu vas moins courir que ton adversaire. Messi n'est pas toujours celui qui court le moins. C'est vrai qu'il y a Mbappé aussi, qui court pas beaucoup. Quand tu regardes les stats, Messi il trottine, mais il y en a qui ouais, mais enfin bon, voilà, courir c'est une chose. Enfin, comme disait Platini, c'est le ballon qui doit aller vite, c'est pas le joueur. Donc c'est les stats. Alors évidemment, c'est vrai qu'on est quand même loin. Ouais, mais tu rajoutes d'autres stats quand tu fais 0 faute, quand t'es pas. Enfin, des fois, c'est un manque de niaque, quoi, quand même. Il y a que nos défenseurs qui se défoncent parce qu'ils prennent des vagues, par exemple contre City. Mais voilà, on en revient le sujet du milieu de terrain, le milieu de terrain qui est jamais le même. Parmi les grands prétendants à la Ligue des Champions, quelle est l'autre équipe qui a pas de milieu de terrain établi, qui joue, c'est sûr, qui a ses automatismes. On n'a pas de genre de caractère au milieu, on n'a pas ça. Non, mais le milieu de terrain, ils sont laissés à l'abandon, quoi. Devant, il y a 0 pressing. Hier, Mbappé, je crois qu'il fait une occasion de pressing à un moment, et d'ailleurs, on récupère la balle parce que le gardien est obligé de dégager en touche directement. Il en fait 1, pas 2. J'avais lu un truc très intéressant après la défaite face à City. T'avais un mec qui avait dit mais c'est insupportable. Tout le temps, on sait, City, ils envoient des longues transversales au deuxième poteau sur le joueur, et putain, on arrive encore à se faire prendre avec ça. Comment c'est possible ? Et en fait, l'explication, elle est simple. C'est quand tu défends à 7 dans une équipe, t'es obligé de choisir un côté préférentiel. Ouais, t'es obligé de te dire, je vais blinder l'axe parce que c'est par là qu'on risque de prendre le plus de coups. Donc tu dégarnis les côtés. Ouais. Mais parce que tu défends à 7, t'es obligé. Ouais. Et tu défends à 7, pourquoi ? Parce que devant... T'as Messi, Neymar, Mbappé, et ça défend pas. Et le pire... Alors, je suis pas d'accord, Neymar, il défend beaucoup plus que vous ne le dites. D'accord, il défend plus qu'avant, mais c'est pas non plus... C'est pas son poste. Non, bien sûr que non, mais le repli défensif, c'est la base, quoi. Il faut au moins qu'il y en ait 2 sur les 3 qui fassent le taf. Et là, il y en a un demi sur les 3. Neymar, il fait un demi pressing défensif. Et quelque part, heureusement, parce que ça lui permet de s'économiser pour mieux lancer les attaques devant. On est d'accord, mais... À ce moment-là, il faut qu'il y ait un relais entre les 3. C'est jamais il y en a jamais. Messi il reste devant à marcher. Mbappé, il reste devant à attendre une balle en profondeur pour courir et prendre de vitesse sur ta défense. C'est cool quand ça marche. Mais quand tu as Kyle Walker, par exemple, en face de toi, ça marchera pas. Ouais, le problème vient de devant pour moi. Le problème vient de devant. Il y a un manque de qualité peut-être au milieu. Il y a Verratti qui est blessé, il y a Vignanou qui est blessé, ils vont revenir, j'espère. Mais devant, on réglera jamais ce souci. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. On l'a pour 1 an ou 2. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je te disais, on s'était dit, l'animation offensive de devant, elle va être incroyable. On va avoir des trucs de dingue. Et en fait, finalement, l'animation de devant, elle repose sur des fulgurances parce qu'il n'y a pas d'équilibre au milieu pour pouvoir, ni même en défense, parce qu'en défense, ils sont tellement tout le temps sous pression qu'ils n'ont pas le temps de construire quoi que ce soit. Il y a tellement de manque d'équilibre au milieu que ça ne construit pas, ça attaque pas.
là où j'en veux à Pochettino, je trouve, c'est qu'il y a des moments où on arrive à créer des déséquilibres. On a des mecs qui partent sur les côtés et à cause de l'organisation d'équipe, ils centrent pas parce que devant, dans l'axe, il y a personne, quoi. Oui. Et ça, c'est vraiment un problème de construction du circuit préférentiel. Hier, face à Nice, c'était ridicule. On en discutait tout à l'heure. Hier, face à Nice, il y a je ne sais combien de débordements sur les côtés. On élimine l'ailier ou même l'arrière, élimine son vis-à-vis. Il veut centrer, il n'y a personne au centre. C'est comme si on était à 10 contre 11. Mais pourquoi aussi ? Parce que tu as des joueurs qui n'ont pas le profil. Oui. Qui n'ont pas le profil. Je veux dire, hier, face à Nice, tu as Di Maria, Messi, Mbappé. Ce ne sont pas des joueurs d'axe qui attendent les centres pour faire une reprise de volée, un but de raccro, un but de latte. Frappez de loin, les gars, dans ce cas. Oui, il manque Cavani. Là, tu viens de nous dire qu'il nous manque Cavani. Il nous manque Icardi. Ouais, ou Icardi ou Cavani. Ouais, voilà. Il nous manque un numéro 9 traditionnel. Mais comme on ne veut pas mettre sur le banc une de ces stars qui n'a pas ce profil-là, et ben résultat, on se retrouve avec une équipe qui n'est pas construite pour ce type d'action, alors qu'on a des pistons sur les ailes, en l'occurrence Nuno Mendes ou Bernat, Hakimi. Voilà, sont des joueurs qui percent et qui peuvent centrer. Bon, ce que j'ai vu hier, il n'y a pas eu des centres de ouf, hein. Mais en l'occurrence, il n'y avait personne pour les réceptionner. Ouais. Donc il y a un vrai problème aussi, parce que c'est là aussi une des sources de nos soucis, c'est qu'on a des joueurs devant qui ne sont pas des neufs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a encore 6 mois. On a encore 6 mois sur le banc. Mais est-ce qu'il peut mettre est-ce que Pochettino peut mettre quelqu'un sur le banc devant ? Je doute que ça soit possible pour lui. Voilà. Et s'il peut pas, pourquoi il part pas ? Parce que ce sera pareil avec un autre. À moins que Zidane. Alors on pointe le coach. Effectivement, la grande rumeur, c'est Zidane à Paris. Est-ce que Zidane est l'homme providentiel ? Est-ce qu'on a besoin d'un homme providentiel ou est-ce que n'importe qui sur le banc va être confronté au même problème d'une équipe ingérable ? J'ai déjà entendu ça. Mais je crois que c'est la structure du club. Quelles sont les qualités de Zidane entraîneur ? Gros charisme. Meneur d'homme. Alors effectivement, énorme charisme. Et capacité à réagir pendant les matchs aussi. Moi, je trouve pas qu'il soit charismatique. Auprès de ses joueurs. Auprès de ses joueurs. Il a une réputation. Sur le terrain, c'est bon. quand même. Les joueurs le respectent. Point. Il le respecte et même il l'aime. T'as jamais un Serge Aurier qui va parler de Zidane en disant c'est une fiotte, cousin. Serge est capable de faire ça. On disait la même chose avec Aurier à Pochettino. Hein. Très bon exemple. On disait la même chose avec Aurier à Pochettino. On disait Pochettino, s'il a Aurier, il va lui en mettre une, ça va le calmer et tout. Ah ben là, voilà. Hein. Alors Pochettino n'a quand même pas tout à fait le même pédigré que Zidane. Zidane a géré des stars. C'est pas Zidane. C'est pas la réputation de Zidane. Non, mais tu me parles de Aurier. Moi, je te dis. Non, moi, je pense simplement on a déjà trop parlé d'Aurier. Là. Je pense que Zidane a une réputation et une aura qui est largement supérieure à celle de Pochettino. Là-dessus, c'est indéniable. Il a les titres, rien que les titres. Il a les titres pour parler. Hein. Est-ce que ça peut suffire pour nous, là, tout de suite? Au Real, il avait quoi comme joueur? Il avait Ronaldo, il avait Gareth Bale, il avait Benzema, il avait que des égos surdimensionnés. Ça ressemble un peu à ce qu'on a quand même. Il avait une équipe de stars. Il avait une équipe de stars qui devait faire jouer ensemble. Mais un club structuré pour la gagne, quand même. Alors structuré, je sais pas. Après, et une équipe qui était déjà construite avec des leaders. Et oui, voilà, mais qui était en perdition quand il les a pris. Ça, on est d'accord. Mais il avait un effectif qui était équilibré. Oui. Et nous, on a un effectif qui est très déséquilibré. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il est déséquilibré? Il est déséquilibré parce qu'on s'est gouré sur les recrutements. Pourquoi on s'est gouré sur les recrutements? Parce qu'on a recruté des noms plutôt que des joueurs, pour beaucoup. On a fait du marché d'occasion, enfin, pas d'occasion au sens seconde main, mais d'occasion au sens où, c'est une bonne occasion, faut la saisir. On en a fait du marché comme ça. Et c'est là le problème. Et on en revient finalement toujours un peu à la même chose. C'est que c'est pas le coach le problème, c'est l'organisation au-dessus. C'est les gens qui disent au coach, attends, tu veux travailler comme ça, toi? Mais ça ne me rapporte rien. Quel est mon intérêt? En fait, le PSG, la direction du PSG, c'est un peu quand t'es commercial ou quand t'es graphiste, hein, c'est ton client. Il vient te voir, il a une idée en tête, puis tu lui proposes ton truc en bon professionnel, et puis il est là, il dit « Ouais, mais sur Internet, j'ai vu que on pouvait plutôt faire ça, et est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que finalement, je connais pas un peu mieux votre métier que vous ?» Tu vois, hein, la direction du PSG, tu me couperas, hein, s'il te plaît. C'est un peu l'antivax qui vient chez le médecin. Tu vois, qui lui dit, ouais, d'accord, vous me dites de me faire vacciner, mais moi j'ai lu. Tu peux pas dire ça de Leonardo non plus. Mais moi, je suis sûr qu'il n'est pas vacciné, Leonardo. Est-ce que tu veux dire qu'il privilégie le côté commercial au côté sportif? Peut-être.
Non, moi je crois pas. Et je crois qu'il y a effectivement une volonté de recruter des stars. On en a parlé tout à l'heure avec des enjeux, des obligations, plein de choses qui sont liées à la communication et à la politique. Mais à un moment, c'est simple. C'est quand tu recrutes des joueurs de ce niveau, avec un tel aura, c'est déjà très compliqué. Je veux dire, les autres grands clubs dont on peut parler aujourd'hui, les Manchester City, les Liverpool, les Bayern, c'est pas que des mégastars dans ces équipes. Ce ne sont pas que des mégastars. À Liverpool, limite, c'est le club qui en a fait des stars, des Mohamed Salah, des Mossad. Enfin, les Tricard, Salah. Voilà. Donc, si tu veux, à Paris, ce sont des stars quand ils arrivent. Ils ont déjà ce statut-là. Donc, faire jouer ces mecs-là ensemble. Franchement, bon, aujourd'hui, j'ai du mal à voir un entraîneur capable de le faire. Peut-être Zidane, j'y crois pas trop, mais et encore une fois, laisse-moi parler, toi. Couper la parole de temps en temps. C'est rare. Heureusement, sinon je te vire, mais direct. Mais en gros, Zidane pour moi, c'est un coup. S'il vient, c'est un coup, parce que on sait très bien quelles sont ses ambitions. C'est l'équipe de France. À la rigueur, le seul truc qui pourrait me faire accepter que la grande sardine débarque à Paris, c'est que ce mec vienne en mode commando. En mode, bon, ok, les gars, j'arrive. Tu vois, voilà. On va essayer de faire un truc, on va faire un coup, on va voir jusqu'où ça nous mène. Je vous fais bénéficier de mon expérience, de mon aura. On va y aller, on va le faire. Peut-être, avec une équipe vieillissante, franchement, la ligne d'attaque, à part Mbappé, c'est des vieux, quoi, mine de rien. Donc, entre Di Maria, Neymar, Messi, ce sont des joueurs déjà âgés. Ouais, donc, Neymar, il n'est pas vieux. Hein. Mais il a 30 ans bientôt. Il a dit voilà. Malheureusement, il en fait 38, mais il n'a que 30 ans. Normalement, il devrait être au sommet de sa carrière. Voilà, bon, il a été beau quand il est arrivé, maintenant il est un peu le avant-après fait très très mal. Mais en gros... je crois qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner avec l'arrivée de Zidane. Mais sur le long terme, évidemment, non, ça ne marchera pas. Enfin, donc voilà. Pour moi, le projet du PSG, là, c'est du court-termisme. C'est clair, c'est net, c'est évident. D'autant plus avec l'arrivée de Messi. Donc, ok, soyons dans le court-termisme. À bloc, Pochettino, ça peut pas marcher sur du court-termisme. Quand tu recrutes un mec comme lui, t'imagines un mec qui va construire quelque chose. C'est quand même un entraîneur assez jeune. Donc, pour moi, si on a un maigre espoir de faire quelque chose cette saison, en tout cas en Champions League, c'est sur la logique de commando. Et là, ouais, pourquoi pas Zidane. Mais sinon, à part ça, que dalle. Mais je suis pas sûr que le PSG veut construire sur le long terme, de toute façon. Donc effectivement, ça peut marcher. T'es en train de dire que les Qataris vont s'en aller ? Non, non, mais on a bien vu depuis qu'ils sont là, les entraîneurs, ça dure pas bien longtemps, quoi. Donc comme dans beaucoup d'autres grands clubs. Hein. C'est vrai. Il y a un truc avec Maurice quand même, c'est que. Oui, nous l'appelons Maurice. Ouais. Maurice, petite pochette. Maurice, petite pochette. Avec Emery, on a kiffé un peu. Ça s'est terminé à Barcelone sur un match et ensuite ça a dégringolé. Il a perdu la main à ce moment-là, mais avant ça, on a kiffé. Vraiment. Bah, franchement, avec Tourelle, Emery au début, il y a eu une période. C'est l'année où Monaco est champion. On perd à Monaco un match. Il y a une période où on lui reproche dramatique. De jouer en contre. Et il dit, vous me comprenez pas, j'essaye pas de jouer en contre. Il y a eu ce débat-là. Je me souviens de pas mal d'interviews de on comprend pas très bien ce que veut faire le coach. Ouais. Il y a eu une bonne période quand même. Il y a eu une bonne période avec Tourelle, clairement. Tourelle, ça s'est terminé contre Manchester. Tourelle jusqu'à Manchester, ouais. Et avec Maurice, on n'a rien vu. Non, c'est vrai. Il n'est pas arrivé. Oui, nous. Moi, c'est le sentiment qu'il me donne, c'est qu'il n'est pas arrivé. Il y a quand même l'année dernière. Quel est le match référence de Mauricio ? Munich. Il y a du jeu à Munich. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de jeu à Munich. À Munich sous la neige. On les a éclatés. À Munich sous la neige. On les a éclatés, on leur a marché dessus, on leur a roulé dessus, on a tout fait à Munich, je suis d'accord. Est-ce que c'est le fait de. Mais après, c'est trop facile. Je vais pas faire le mec de mauvaise foi en disant c'est pas le fait de Pochettino, alors que on l'accuse de tous les maux quand ça va pas. On peut aussi reconnaître quand il se passe quelque chose de bien, ça se trouve, c'est de sa faute. Donc peut-être que c'est lui qui a réussi à finalement donner cette insouciance aux joueurs, parce que moi, c'est ça que j'ai vu ce soir-là. Ce soir-là, on y est allé. Il y avait une maîtrise. On était persuadé de rien faire. Personnellement, j'y suis allé. J'étais persuadé qu'on allait se prendre une valise de l'enfer. Et tu vas loin quand même, parce que c'est pas comme si. On a une maîtrise. Si. Non. Ils ont rien. Au match aller. Au match aller, on les a baisés. On parle de Munich, hein. C'est pas au match aller, on les pas le petit club. Hein. Oui, au match retour, on a une chatte de dingue. Au match retour, on doit en prendre 12 des buts. Mais au match aller, on leur fait du sale. Hein. Au match aller, on les tue. Au match retour, on doit en prendre 12. Au match aller, vraiment, on est là. Mais c'était aussi une constante l'an dernier. Hein.
Au match aller contre Barcelone, on les éclate. Au match retour, on se pisse dessus. Au match aller contre le Bayern, on les éclate. Au match retour, on se pisse dessus. Ce qui prouve aussi au match aller contre City, on se pisse dessus. Au match retour, on se pisse dessus. Il y a une constante quelque part. Oui, la constante, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise. Oui. Et quand on se maîtrise pas, on se pisse dessus. C'est encore une discussion due avec des prostates. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Non, mais il y a aussi un truc, pour revenir sur Mauricio, c'est quand même qu'il n'y a pas de hasard. Cet été, on a bien compris qu'il voulait partir. Ces rumeurs, elles sont pas... À peine arrivé, il veut partir. Donc il veut partir, il avait des raisons pour ça. Donc depuis la reprise du championnat cet été, tu sens clairement que le mec, il est plus là, quoi. Mais il le dit en plus, vous avez vu cette interview dans l'équipe où il parle de sa femme qui n'est jamais venue. Il dit qu'il s'est pas intégré, qu'il a laissé son pas chien à encore Londres. là. Il parle pas français. Il fait même pas l'effort. Il parle français en plus. S'en fout. Arrête de provoquer les gens. Mais non, mais je suis pas dans je m'en fous complètement qu'il parle français. Mais moi aussi, je m'en fous dans l'absolu. Mais non, parce que non, mais si ça veut dire quelque chose, oui, ça veut dire comprends, quelque chose. C'est là que tu veux Ça veut dire que tu t'inscris. Voilà. Et mais qui sache que de toute façon, c'est pas du long terme, que c'est maximum 2 ans, 3 ans un mandat d'entraîneur. 3 ans, c'est du long terme déjà. Oui, voilà. Bah, ça dépend ce que tu mets dans long terme. Mais t'apprends pas une langue en 6 mois non plus. Mais c'est surtout ce qu'il fait, ce qu'il dégage sur le terrain, les interventions lunaires d'après-match en disant non, je suis assez content de ce qu'ont fait mes joueurs. Mais ça, niveau communication, il n'est pas bon. C'est incroyable. Il n'est jamais pas content. Il est toujours satisfait, quel que soit le résultat. En faisant la gueule. Hein. Oui, évidemment. Attends, il est ça me déçoit un peu de lui, en fait. Ouais, il y a un. Oui, je suis d'accord. Mais je trouverais qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus chevaleresque à dire non, mais ça ne le fait pas, je m'en vais, quoi. Ce que je disais, c'est un poster pour la dépression, quelque part, Pochettino. Mais parce que c'est vrai qu'on aimerait qu'il soit un peu plus combatif en disant plus sévère, mais t'as l'impression qu'il veut pas froisser les gens. Mais on lui reproche de pas gueuler ou de pas critiquer ou un truc comme ça. On a vu comment ça s'est passé avec Tourelle. Au bout de 2 interviews où il a tapé du poing sur la table en disant je commence à en avoir marre ou des trucs comme ça, alors là c'était la débandade, le coach n'insuffle plus de confiance, il crache sur les couleurs ou je sais pas trop quoi. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Pochettino ? Un truc hyper lisse, quoi. Et surréaliste. Et à mon avis, en plus, il le fait exprès. Et c'est pour se foutre de la gueule des journalistes. Oui, peut-être. Mais quand tu dis que Tourelle s'est énervé, il s'est énervé après qui ? Il avait fait des remarques sur le fonctionnement du club, justement ce que tu disais tout à l'heure. Quoi. Et aussi contre le... Non, c'était avant. Ah, oui. Après aussi. Il a surtout déballé une fois arrivé à Chelsea. En disant, aussi, mais avant aussi. Chelsea, c'est justement là que ça a coincé. C'est quand il a commencé à critiquer Leonardo et comment ça se fonctionnait. En disant qu'il avait peut-être pas les... On n'oubliera pas le ici, c'est Chelsea. Hein. Ça, je n'oublierai pas. Quand il a balancé ça après avoir gagné la Champions League. Je l'ai pas vu. Ouais, ça, j'ai pas apprécié. Ouais, c'est mesquin. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça assez moyen. Alors, de la part d'un mec intelligent. Je suis à peu près d'accord avec toi. Ouais, c'est mesquin. Ouais, ce qui est mesquin, c'est aussi de virer un coach à Noël. Tu vois, enfin, je dirais en plein milieu d'une saison, sans aucun signe avant-coureur, pour le remplacer par. En plus, t'aurais remplacé Tourelle par Zidane, justement, pourquoi pas. Alors là, faut pas réécrire l'histoire. Faut quand même retourner sur les réseaux sociaux il y a 1 an. Il y a un paquet de mecs qui ciraient les pompes de Pochettino il y a 1 an et qui nous expliquent aujourd'hui que c'est le dernier des nuls. Ah non, je te dis pas attention. Il y en avait du monde qui l'appelait. Il est nul, hein. Moi, je te dis pas qu'il est nul. Non, mais tu peux pas dire venu nulle part puisque tout le monde, non. Beaucoup de personnes l'appelaient. Oui, non mais d'accord, mais il n'a pas le palmarès. On s'attendait pas à ce que ce soit ça non plus. Il n'a pas. Non, mais c'est une déception, évidemment. Si, moi, quand Tourelle se fait virer et qu'ils installent Pochettino, à titre personnel, j'étais content. Mais toi, tu es prescient. Non, j'étais content. On était au bout de l'histoire avec Tourelle. Il a bien fait jouer Tottenham. Il n'y a pas de problème. Ça sentait que c'était le bout de l'histoire avec Tourelle quand même. C'était fini, Tourelle. Ah, mais pour moi, tu lui laisses finir la saison, mais si c'est fini. Tu lui laisses finir la saison, tu ne le laisses pas la commencer. Mais on l'a viré en plein milieu de la saison. Faut se rappeler pour le remplacer par quelqu'un qui non pas n'est pas bon, parce que ça, c'est pas à nous de le dire, mais n'a pas la réputation d'un coach comme pouvait l'avoir Ancelotti, pouvait l'avoir Guardiola, pouvait l'avoir Zidane. T'aurais viré Tourelle pour Zidane en disant, les gars, c'était la seule occasion de le faire. Bon, personne ne peut discuter. Il y a quand même une ligne directrice dans le recrutement des coachs, c'est vouloir prendre des mecs un peu en devenir. Depuis Emery, Tourelle, Pochettino, il y a cette idée-là, tu vois, d'essayer de prendre le petit jeune, le futur Guardiola ou un truc comme ça. Ils se sont fait baiser par Ancelotti, qui a refusé de prolonger. Ils sont vexés comme des poux, du coup ils prennent des mecs qui leur marchent pas dessus. On retourne le truc dans l'autre sens, parce que moi je pense que Paris a approché les grands coachs plus installés.
Est-ce que Guardiola viendrait? Est-ce que Klopp viendrait? Regarde Zidane, visiblement les portes sont grandes ouvertes et il chipote. Il n'a pas spécialement envie de venir. Je pense qu'il demande des garanties sur justement le pouvoir du coach. Donc, si tu prends des coachs en devenir, d'abord, ça peut être une bonne idée d'avoir un coach jeune qui apporte des nouvelles idées. C'est ce qu'on avait de Tuchel quand il est arrivé. Emery, quand il arrive, il a gagné 3 Ligue Europa quand même. Peut-être le club était trop grand pour lui, d'accord. Tuchel, non. Tuchel, a priori, il a montré ensuite que le club n'était pas spécialement trop grand pour lui, qu'il est capable de gagner une Ligue des Champions, le mec. Et aujourd'hui, les top entraîneurs qui sont installés, ils viennent pas en fait. Mais il y a un nom qu'on prononce pas là. Le nom qu'on prononce pas, c'est Leonardo. Pour être coach? Non. Pourquoi est-ce que le club veut des jeunes entraîneurs et pourquoi est-ce que les top entraîneurs confirmés ne veulent pas venir? Leonardo. Leonardo, il a fait venir Ancelotti. Ouais, mais enfin, il l'a laissé partir et aussi. On voit comment ça s'est passé. Il l'a laissé partir, le Real a tapé à la porte. Le Real, il était allé gagner la décima avec le Real. Il y a quand même une interview de Nasser où il dit oui, quand même, l'élimination en Coupe d'Europe, on était déçus, machin et tout. Il a mis la pression à Ancelotti. Ancelotti, c'est un grand garçon, il est capable de vivre avec la pression. Ancelotti, il a dit Ancelotti s'est discuté de son avenir après une défaite à Metz. Oui, c'est ça qu'il a manque de respect. Non, mais ça l'a vexé, on manque de respect, d'accord. Mais si c'était pas le Real qui avait tapé à la porte, il serait resté. La vérité, c'est que le Real est arrivé, point barre. Bah oui, tu peux pas lutter contre ça. On n'a pas fait ce qu'il fallait, je pense, pour le garder. Mais en tout cas, je pense que Leonardo, c'est plus confortable d'avoir des entraîneurs jeunes et pas confirmés. C'est plus facile pour lui. Et à contrario, les mecs confirmés, ils veulent pas venir avec Leonardo au-dessus. Ça les fait chier, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas la main sur le recrutement, ils savent qu'ils sont dans une équipe qui est bancale, et ils savent que si jamais tu dis à un joueur toi mon coco t'arrêtes d'aller à la Chunga tous les soirs, le lendemain il va y avoir Leonardo et ou Nasser qui va lui dire mais non c'est pas grave quoi. J'allais dire, outre Leonardo il y a surtout Nasser. Le vrai problème il est là. Ils sont ensemble, c'est les Twins. Nasser, je sais pas, il a pris un peu de recul, j'ai l'impression, avec les joueurs, a priori. Mais pour revenir sur Tourelle, il faut aussi se rappeler le début de saison. Le début de saison, on enchaîne sans préparation physique, sans rien. Le mec, il les a emmenés quand même en finale Ligue des Champions. Ouais. Et on peut comprendre qu'il est un peu mauvaise, quoi. Enfin, tu vois. Non, mais le SI, c'est Chelsea, ça m'a énervé. Mais en vrai, tu dis, si le mec est capable d'en arriver là, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais il a été trahi, enfin. Il a été trahi, Tourelle. On l'a trahi. Le mec, il t'amène en finale pour la première fois de l'histoire de ton club. Et 4 mois plus tard, tu le balances. Et la première partie de saison est pas alors si que dégueu t'as fini ça, premier. Alors que t'as fini premier tour. Et alors ça, c'est déjà raison, arrivé dans l'histoire du foot. Oui, non, mais bien sûr. Un coach qui gagne et qui on dit au revoir. Carlo Ancelotti au Real. Bah oui. Viré derrière. Mais là, on n'est pas nul en plus. C'est juste que les mecs sont carbo, quoi. C'est ça. Mais on n'est pas nul. Bah ouais. C'est pour ça, si on l'avait laissé, je pense, sur la deuxième partie de saison, on aurait pu, je pense, avoir autre chose. Quoi. Ok. On réécrira pas l'histoire. Non, deuxième partie de saison. Il n'arrivait pas à se faire entendre des joueurs. Il n'arrivait pas à se faire comprendre des joueurs. Puis là, il va pas revenir. Il est allé gagner avec un autre club. En tout cas, Chelsea, Tuchel, c'est fini. Et Maurice, on va voir. Mais comment voyez-vous la deuxième partie de saison, justement? Est-ce qu'il y a quand même des motifs d'espoir? Est-ce qu'on mise tout sur un coup? Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Xavier. La perspective de Zidane, c'est uniquement dans un très court terme de se dire c'est le mec qui est capable de les mettre tous au garde à vous et leur donner envie surtout. C'est pas tellement le côté flic, c'est leur donner envie de redevenir eux-mêmes, de redevenir. Leur donner confiance et puis je crois que les joueurs du Real, ils l'aimaient quoi carrément quoi. Il faut redonner un sourire au PSG. Et voilà, un sourire à Neymar. Sortez de ce corps. Non mais parce qu'il n'y a pas la place pour deux. C'est vrai qu'on a des joueurs qui ont l'air tristes quand même. On a l'impression, on va pas revenir sur Neymar qui a l'air dépressif, mais mais après, c'est peut-être le fait qu'ils n'y arrivent pas, le fait peut-être qu'ils comprennent pas non plus que Pochettino. Attendez, il y a Neymar qui a l'air dépressif, il y a Mbappé qui a qu'une envie, c'est de se casser, il y a Messi, moi je suis pas sûr qu'il sache pourquoi exactement il est là. Je crois qu'il sait à peu près. Il a une petite idée. Je crois que son compte en banque le sait. Oui, pourquoi il est là sur le terrain. Ah non, le Messi, je pense qu'il aime le foot. Mais le foot tel que lui le veut. C'est-à-dire que vraiment, oui, tant qu'il touche le ballon 3 fois par match, il est content en vrai. Je suis pas sûr que les joueurs prennent du plaisir en fait à jouer comme ça. Pas jouer justement. C'est ça le truc. Le fait de pas y arriver peut-être, mais ils y arrivent, ils ont la victoire, alors, mais ça les fait pas triper cette victoire. Le fait de pas jouer. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour cette deuxième partie de saison? Oui, de toute façon, parce que je pense. Déjà, tu vas réussir à parler dans le micro. Au niveau du jeu, c'est un motif d'espoir terrible. Au niveau du jeu, ça peut pas descendre plus bas. C'est-à-dire qu'on peut faire des plus mauvais résultats. Non, attendez. On peut faire des plus mauvais résultats, mais toujours faire pire. On joue quand même. On joue pas vraiment. On joue pas bien. Non, mais c'est sûr. Du coup, je pense qu'on ne peut que s'améliorer. Cette équipe, en apprenant ensemble à jouer ensemble,
va s'améliorer. La deuxième partie de saison, quand même, il y a un truc central, c'est la Ligue des Champions, là. On a un 8e de Ligue des Champions qui nous attend. Ah, et qui va être chaud. On est 2e de poule. Ouais. Qui on va se taper en 8e de Ligue des Champions? La liste. Je pense que on veut la liste. Alors, la liste, évidemment, avec grand plaisir. Donc Liverpool, petit club sympathique du nord de l'Angleterre, Ajax, d'Amsterdam, le Real Madrid, le Bayern, Manchester United, Lille, donc non, puisque c'est un club français, et Chelsea, que des petits clubs. Donc les deux seuls, un peu moins énormes, ce serait Ajax, Manchester peut-être. Ouais, United et l'Ajax, a priori. L'Ajax, c'est la fausse bonne idée. Hein. Bah, L'Ajax, ça joue super bien. Hein. L'Ajax, c'est un enfer. L'Ajax, c'est City en un peu moins bien. On va se faire ouvrir de tous les côtés. L'Ajax à City quand même. L'Ajax, on va pas tomber sur City, donc allons-y. L'Ajax, si tu perds, t'as l'air de con parce que t'as perdu. L'Ajax, si tu gagnes, t'as l'air de con parce que de toute façon, c'était pas une grosse équipe sur le papier. Donc l'Ajax, faut surtout pas qu'on tire l'Ajax. Hein. Moi, je veux bien le Real. Jean-Jacques, toi, tu préfères qu'on tire l'Ajax. Moi, je veux bien le Real, mais je sais au fond de moi qu'on va tirer Chelsea. Ce que j'aimerais bien, c'est United. Parce que United, je pense qu'on peut prendre une belle revanche. Mais... Ah non, attends, tu l'as vu déjà face à Barcelone l'année dernière, alors qu'on gagne le match aller largement, on se pisse dessus tout le retour en pensant remontada. Là, ouais, mais c'est fini du coup. C'est fini du coup. Oui, mais pas celle de Manchester. Bah justement, qu'on les prenne et qu'on se les fasse. Non, mais pas cette année. Non, Manchester, c'est le bon moment, je pense. Manchester, c'est le bon moment, je suis assez d'accord, mais il faut que nos joueurs soient... pour perdre sur des doublés de Cristiano Ronaldo qui marque encore à son âge, non. Oui, alors ça... Pour raviver la flamme du Cristiano Ronaldo Messi. C'est vrai que contre Messi, Ronaldo, il va être remonté, ça c'est sûr. Ah, mais justement, Messi aussi, peut-être. Le truc quand même, les gars, c'est que... J'ai toujours pensé que cette rivalité était beaucoup plus importante pour Cristiano que pour Messi. Mais parce que pour Messi, il n'y a que le ballon qui compte. C'est possible. Je crois qu'il est toujours beaucoup plus investi que Léo Messi, qui s'est de toute façon considéré vu la température de cette saison, vu la ligne directrice de la loose dans laquelle on est plongé, moi je me demande si on part pas sur un petit scénario avec 8e de finale de merde, élimination à la clé et saison cauchemardesque jusqu'au bout. Moi je mets un billet là-dessus. Là. On va tous rentrer chez nous. Pour un mec qui disait que un mec était très positif, qui a kiffé les victoires difficiles. Non, mais tu nous vois au fond du gouffre en mois de janvier, quoi. Enfin, c'est quoi? Février. Je dis pas qu'il faut lâcher, mais je dis que ça nous pend. Si on élimine un 8e comme tous les ans, c'est sûr qu'après la saison, ça n'a plus la même saveur, ça c'est sûr. C'est vrai que la Coupe de France. C'est vrai que ça, c'est aussi une des dimensions, c'est-à-dire que si tu désinvestis à ce point la Ligue 1, qui paraît vraiment un peu anecdotique, et que les mecs n'ont pas à cœur de mettre des grosses starts à tous les clubs que tu rencontres, de donner le meilleur de toi-même pour le public et tout, du coup, quand tu te fais éliminer de la Ligue des Champions, juste l'année elle est finie et c'est horrible. Mais oui, c'est ça. Mais ça, c'est un problème qui est clairement générationnel aussi. Hein. Parce que je sais pas exactement c'est pas le cas dans tous les clubs, quel est notre parcours de supporters aux uns et aux autres. Mais en tant que supporter du Paris Saint-Germain, moi j'ai mis, je sais pas, plus de 15 ans avant de gagner mon premier titre de champion. Chacun des titres de champion, je les savoure. Hein. Quand tu as attendu 15 ans avant de pécho, c'est-à-dire qu'après, à chaque fois, c'est wouhou. Mais le problème, c'est qu'après, tu es marié. Donc, oui. Et puis le problème aussi, c'est que la nouvelle génération de supporters, c'est des beaux gosses. Eux, ils ont réussi à pécho direct, tu vois, d'entrée là. Oui, mais le truc, c'est que la vibration d'un match lambda, toi tu parles de match de Lyon, d'accord, mais tu peux aussi avoir des émotions sur un match à Metz, tu vois, battre Reims, aller exploser Brest chez eux, on s'en fout de l'adversaire. Des fois c'est bien juste de marcher sur le championnat parce que tu as les moyens de marcher sur le championnat et c'est le respect que tu dois à tes supporters, c'est aussi d'assumer cette supériorité. Quand c'est juste... c'est ce qu'on a connu il n'y a pas longtemps avec Laurent Blanc. C'est ce que Laurent Blanc faisait, voilà, à la limite il avait ce mérite-là en Ligue des Champions, la marche était trop haute, mais au moins en championnat ça jouait. Et un mec comme Zlatan, le championnat pour lui c'était l'alpha et l'oméga. Zlatan chaque match fallait gagner. Donc, voilà, bien sûr. Et c'est ce truc-là pourquoi c'est disparu quoi. Après, ce qui nous manque aussi, c'est directeur sportif. Ouais, il a dit qu'il voulait revenir. Directeur sportif joueur. Ouais. Inventons des nouveaux trucs. Et ils vendent aussi les merguez à la mi-temps. Après, ce qui nous manque aussi peut-être, c'est un deuxième grand club en France. Pour que, tu vois, on ait cette espèce d'émulation qui fait que même si je te rappelle qu'on n'est pas champion. Hein. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, quelqu'un qui... Non, mais c'est pas comme s'il y avait aucune rivalité en Ligue 1. Bon, là, cette année, ils sont déjà à 12 points. Particulier. Ouais, mais le niveau du championnat est quand même élevé. Paris a des difficultés contre des petits clubs, même si le nombre de victoires est impressionnant, mais à Angers, c'est pas facile. Hier, on fait match nul contre Nice. Le Bayern, même de temps en temps, t'as un Dortmund, mais enfin, en général, le Bayern, ils sont quand même seuls. Hein. Mais est-ce que leurs supporters kiffent à fond ? Je sais pas. Hein. Je ne sais pas. Non plus.
Bien qu'il y ait un amateur de choucroute pour le savoir. Choucroute est alsacienne. Ouais, je trouve que c'est pas. Ouh là là. T'aventures pas sur autre chose. Bon, donc vous êtes optimiste, non, modérément pessimiste. pessimiste. Non. Pessimiste. On n'est pas là pour ça. Mais oui, de toute façon, façon, pas là pour on a envie d'y croire. Quoi. Non, mais évidemment, on a envie d'y croire, puis on a envie d'un switch, quoi, quelque chose qui se passe, que ça soit dans le vestiaire, on attend le miracle. Dans le club. Pas un miracle, c'est pas un miracle là aujourd'hui qu'on attend. C'est une prise de conscience et c'est un travail collectif et que les mecs arrêtent de se croire au Club Med, quoi. Enfin, après, c'est triste à dire, ça me fait chier de le dire. Hein. Mais effectivement, je crois que le fameux choc psychologique du changement d'entraîneur, il n'y a a priori que ça aujourd'hui qui peut faire quelque chose. Parce que Mauricio, je ne vois pas ce qui va changer dans son management. Là, l'équipe, elle est en auto-non-gestion. En fait. Voilà, il va rien. Si lui reste en place, ce qui pourrait arriver, parce que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec Zidane, parce que je ne vois pas qui d'autre, à part Zidane, peut venir entraîner Paris Saint-Germain là au mois de janvier. Si Zidane n'arrive pas. Guy Lacombe est libre. Ouais, ok, Paul Le Guen aussi. Ah non, il entraîne Le Havre, non? Ouais, Le Havre. Ouais, bon, dommage. Mais voilà, à part ça, ouais, non, si oui, t'as raison, finalement, un miracle. Il faut un miracle. Parce que si Maurice, que t'appelles déclic, excuse-moi, si Maurice reste, c'est un miracle. Hein. Est-ce que le miracle, ça pourrait pas être, attention, je vais chercher loin, hein, ça pourrait pas être le retour de Neymar après sa blessure? Bah déjà, si t'as plus de blessés, j'aimerais te dire oui. Mais si t'as plus de blessés, le miracle, c'est encore de l'ordre de l'imprécation, parce que si t'as plus de blessés, déjà, il faudrait que les mecs ils aient des hygiènes de vie correctes. Ouais, après. Aujourd'hui, c'est pas Neymar la clé. Hein. Non, c'est Marco. Hein. Si Marco arrête de se blesser, ça change l'équipe. C'est lui qui change l'équipe. C'est clair. C'est clair. C'est parce qu'au milieu de terrain, on est sur un vrai problématique d'équilibre. Et Marco, c'est lui qui nous amène l'équilibre. Donc, si Marco revient et qu'il arrête de se blesser, si en plus Wijnaldum arrête de se blesser aussi, et si on a toujours Gay qui arrive à faire le bon soldat... Ça fait beaucoup de si, hein, Xavier. Bah, non, je suis pas d'accord. C'est pas un beaucoup de si. Normalement, ces mecs à ce niveau-là, ils sont pas censés être blessés tous les 3 jours. Techniquement, mais ça fait combien d'années qu'il est là, Marco? Il est jamais là. Non, mais Wijnaldum... c'est problématique. Oui, Wijnaldum, oui. Il vient d'arriver, il est blessé aussi. Il y a autre chose, c'est que... Si le miracle, c'est ça, bah, je sais pas, envoyer une équipe de la Salpêtrière... au camp des loges, quoi, des médecins, quoi. Enfin, des gens qui savent faire leur métier. Enfin, surtout des mecs, des cerbères qui les empêchent de rentrer en boîte de nuit, j'en sais rien. Mais à un moment, voilà, c'est le miracle, il est là aussi, c'est d'avoir un Marco qui est titulaire quasiment 80% de la saison, et puis autour de lui des mecs qui sont. Mais Verratti, c'est un leader technique. Mais Neymar, c'est un leader technique et c'est un leader charismatique. Je crois qu'il peut emmener quelque chose de plus. Neymar, mais le problème, c'est que quand tu viens de te faire la blessure qui vient de se faire, qui doit être sa 3e blessure au même pied. Non, c'est l'autre pied là. C'est l'autre pied. Ouais. Ouais, tu reviens pas comme ça, quoi. Ah ouais, on t'en a pour 2 mois, c'est clair. Non, mais il y a autre chose au-delà des 2 mois. Il y a autre chose au-delà des 2 mois, c'est que Neymar là, c'est plus un joueur de foot. C'est plus un joueur de foot. C'est un joueur de poker, c'est un fan base de l'émission brésilienne de je sais pas trop quoi. C'est plus un joueur de foot. Je vais faire mon genre CC, c'est encore un joueur de foot, mais. Alors oui, mais au-delà de ça, il est loin du niveau qu'il devrait avoir. C'est peut-être un joueur de foot, mais hier, je crois, il a été vu sur les réseaux sociaux à 4 du mat en train de faire la fête, quoi. Bah, avec des béquilles. Ou avant-hier, je sais plus. Sans déconner. Mec, t'es blessé. T'es au tout début de ta convalescence. Tu te dis. En fait, on a l'impression finalement que quand il est blessé, quand il est en convalescence, il dit bon, ça va au moins être l'occasion pour moi de prendre du bon temps, tu vois. Sauf que c'est pas du tout ça, normalement, une blessure quand t'es sportif de haut niveau. C'est pas fait pour ça, le temps de la blessure. C'est fait pour revenir au meilleur niveau, c'est fait pour garder un peu la forme, c'est fait pour garder une hygiène. Et puis il y a cette espèce de groupe qui gravite autour de lui, t'as l'impression que c'est des mecs qui sont juste là pour lui prendre son fric, ça va pas du tout, ça le tire pas vers le haut, quoi. C'est hyper malsain. Il y a quelque chose qui va pas autour de Neymar. Hein. C'est l'histoire de l'entourage des gens riches, hein, ça c'est sûr. Mais après, c'est lui aussi qui fait ses choix quelque part. Donc, ouais. Alors oui, c'est toujours un joueur de foot, parce que quand il s'y met, il est magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais, mais il lui faut 2 mois pour reperdre les kilos qu'il a pris. Il lui faut 1 mois de plus pour lâcher la balle, parce que quand il revient de blessure, il garde la balle et il la lâche plus. Et là, en plus, il y a un autre souci, hein, c'est qu'il a perdu toute sa vitesse et il n'arrive plus à dribbler.
Donc il faut rien attendre de Neymar. Mais si, parce que s'il change d'hygiène de vie et s'il arrive à se remobiliser... Il ne changera pas. Si, il change d'hygiène de vie. Non, mais le truc... Si, il a dit lui-même. Laissez-moi être dans le déni. À 30 ans, il changera pas d'hygiène de vie. Il veut me mentir. Non, mais il a dit lui-même, s'il change, il sera plus pareil, il sera plus le même joueur. Il a besoin de ça. Donc, ça va au-delà, il laisse quand même entendre que peut-être qu'après la Coupe du Monde, il aura plus envie de jouer au foot. Quoi. Alors, au Brésil. Oui, mais... Enfin, tu vois, ça veut dire qu'il a arrêté à 31, ça veut dire qu'il a déjà arrêté. Comme Michel, hein. Comme Michel Platini. Ouais, il se prenait beaucoup de coups aussi, c'est sûr. Donc, c'est pas le même profil, c'est pas la même mentalité, c'est pas le même football. Mais c'est pareil, il est usé. Ouais, non, mais c'est possible. Ouais. Mais ça, moi, je peux l'entendre. Hein. Je lui en veux pas, hein. Moi, je veux pas de sa vie à Neymar. Il y a autre chose, hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est qu'on a mis 200 millions sur sa tête. C'est vulgaire, ça, dis donc. Ouais. Oh, mon Dieu. Je suis choqué. Choqué. Tu sais, l'argent dans les ministères, c'est un peu tabou. Surtout à l'Éducnat. On a mis 200 millions sur sa tête. Mbappé, on met 180 millions sur sa tête. Messi, je sais pas combien on met sur sa tête. Heureusement qu'il est là, Mbappé, quand même. Ouais, Mbappé, c'est cadeau, comme tu dirais. Retour sur investissement, ça va être zéro. Hein. Ça va finir par poser problème. Même au Qatar, ça va finir par poser problème. Moi, je suis pas d'accord. Mbappé, il est amorti. Non, il parle de Neymar. Non, mais je parle de tout le monde. Je dis qu'on sort de l'argent. Mbappé, t'as un espoir de revente. Neymar. On va le revendre, Mbappé, il est en fin de contrat. Mbappé, on le revendra. Ah oui, non, tu vas pas le revendre. Ouais. Non, le seul espoir que peut nous apporter Mbappé, c'est nous faire gagner avec des champions cette année avant de se barrer gratos. Et franchement, s'il fait ça, je l'en voudrais pas. Oui. S'il part gratos après nous avoir fait gagner, je m'en fous. On en aura profité le max, c'est bien. C'est pas à lui qu'il faut en vouloir. On partira satisfait. C'est aux mecs qui n'ont pas réussi à le prolonger, quoi. Leonardo. Bah ouais, mais tu peux pas prolonger un mec qui a pas envie de se faire prolonger. Tu vois bien que c'est mais quand c'est systématique, c'est un souci. Mais c'est général dans le football, il y a pas qu'à Paris, les mecs ils veulent aller au bout de leur contrat. Alors il faut arrêter de mettre 100 millions sur eux. Faut t'y prendre avant. Il y a 1 an et demi, tu dis à Mbappé, tu re-signes. Ce qui ferait rester Mbappé, c'est le projet. Si le mec il veut partir au Real, c'est parce qu'il est plus ambitieux pour sa carrière. Peut-être. Mais dans ce cas-là, tu le vendais que le club dans lequel il joue. Dans ce cas-là, tu le vendais il y a 1 an et demi. Non mais Mbappé c'est un cas à part. Je veux dire, il est dans n'importe quel club, il aurait fait pareil. Je crois pas du tout que Paris pour le coup est si mal géré que ça le dossier Mbappé. Parce que on est le Paris Saint-Germain, on n'est pas le Real de Madrid, on n'est pas Liverpool, et donc on ne sera qu'une passerelle pour ce mec-là. Et ça, faut l'assumer. Et on le sait depuis le début. Ce mec ne restera pas chez nous. Mais pourquoi est-ce que Verratti reste? Parce que personne d'autre le veut. C'est complètement différent de Mbappé. Attendez, Barcelone, je crois qu'ils étaient prêts à mettre un petit peu dessus. Hein. Bah non. Ah si. Quand l'année où on achète Neymar. L'année où on achète Neymar, ils essaient de nous prendre Verratti. Ah oui. On a fait t'essaies de nous prendre Verratti, Jean-Michel? Attends un peu et on lui reprend Neymar. Oh là, ça n'a rien à voir là-dedans. C'était magnifique. Olas a tout à voir tout le temps. Il est tout le temps partout. Non, c'était moi, j'ai tellement entendu cette histoire et en même temps, j'ai vu aucun club se bousculer pour prendre Verratti. D'accord. Mais Verratti, tu sais que tu peux pas l'avoir. Verratti, cette année-là, il n'y a que Paris qui considère que le monde entier veut Verratti. Non. Verratti, cette année-là, il a dû virer son agent après une année, un club, Barcelone, qui est à un moment était intéressé par Verratti. Mais parce que justement, quand on a pris Neymar, on a fait fermer les gueules de tout le monde sur Verratti. Il y a eu d'autres clubs sur Verratti. Merci, effectivement. Il y a eu d'autres clubs sur Verratti. J'ai une question très importante à poser. Italienne, il aura fait toute sa carrière à Paris. Il n'y a pas un seul club de grand niveau, peut-être Barcelone cette année-là, qui se bat pour Verratti. Mais qui peut l'acheter? Qui peut acheter Verratti? Très importante à poser. Personne. Qui a invité Daniel Riolo ce soir? Quel est le prix de Verratti? C'est pas possible. Qui a invité Daniel Riolo ce soir? Écoutez, monsieur Riolo, maintenant faut partir. Faut sortir d'ici. Vous n'êtes pas le bienvenu. Pas que des bêtises. Tous les clubs savent très bien que nos grands joueurs, on les lâchera pas. Donc, moi, je pense honnêtement que le problème de blessure à répétition et d'hygiène de vie de Verratti fait qu'il n'y a aucun club qui le classe dans les grands joueurs. Voilà, non, on sait le talent de ce mec. Évidemment que le talent de ce mec est éblouissant quand il est sur le terrain. Notre jeu est transformé, tout ça. Mais de la même manière que Paris peut pas fonder son projet sur un mec comme Verratti qui n'est pas là, il y a aucun autre club qui fait ça. Vas-y, Xavier, c'est toi le patron. Non, Jean-Jacques a raison. Dis-nous la vérité. Les grands joueurs qui jouent à Paris ne sont pas vendus par le Paris Saint-Germain. Marquinhos. On peut parler de Cavani si vous voulez, mais Cavani, c'est même pas ça. C'est le club qui a voulu s'en débarrasser. Il est en fin de contrat en plus. Okay, non, Thiago Silva, alors n'en parlons pas, ça c'est une blessure à cœur ouverte encore pour moi, mais en fait, Marco, le club voulait le garder, il n'était pas en fin de contrat, jamais les Qataris ne veulent vendre leurs actifs quand ils sont encore sous contrat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mbappé prolonge pas, hein. Parce qu'il sait très bien que s'il prolonge, il sera pas vendu. Il pourra jamais partir. Bah oui.
Faudrait qu'il prolonge d'1 an. Mais même pas. Qu'est-ce qu'il a comme garantie? Ça nous sert à rien. S'il prolonge d'1 an, pourquoi? Pour qu'on le revende derrière? Ouais, pour qu'on le revende direct. Ouais. Même si on le revend pas. Enfin, je veux dire, 1 an de Mbappé en plus, je signe. Hein. Bon. Oui, moi aussi. On est le 2 décembre, les gars. Donc moi, je vais juste proposer un truc, là. Je prends un peu, excuse-moi le host, Romain, mais on est 5 autour de la table. À votre avis, est-ce qu'on gagne la Champions League cette saison? Non. Romain? Écoute, je serais presque tenté de dire oui pour la folie du truc si Zidane arrive. Ok. Arrive avec des si. Et toi, Voilà. Mais ça repose sur un miracle et j'en suis conscient. Mais sinon, dans l'état actuel des forces, non. Voilà. Attendez. J'enfile mon costume de Jean Cessé. Mais si Jean Cessé était là, il nous dirait on va la gagner, bien sûr. Mais bien sûr qu'on va la gagner, les gars. Attendez, vous êtes complètement fous, quoi. Évidemment qu'on va la gagner. Ils sont complètement dingues, ces mecs. Ah, pas mal. Il y a un peu d'idées. Sur cette performance. Il est quelle heure à Ouagadougou? C'est Ouagadougou. Imitation Jérôme Wajas. Ils sont bien les deux là. La prochaine fois, je prends l'accent allemand et je vous imite Jérôme. Merci messieurs. On a parlé de plein de choses intéressantes et d'autres un peu moins. C'était le podcast du Virage, épisode 20. Rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, je sais pas. L'épisode 21 arrivera quand il arrivera. On aura sans doute le nom de l'adversaire des 8e, ou peut-être qu'on sera qualifié pour la demi, ou peut-être qu'on sera éliminé de tout ça. On ne sait pas encore. Mais en attendant, lisez Virage. Ouagadougou, excusez-moi. Et suivez Virage sur les réseaux sociaux. On va encore dire que Virage est un site cobiste de droite. Donc non, Ouagadougou, un peu de respect. Pour l'Afrique? Pour les gens qui habitent Ouagadougou. Et qui nous écoutent, nombreux, sans aucun doute. Merci Xavier, merci Mathieu, merci Jean-Jacques, merci Arnaud. Merci. Et n'oubliez pas le calendrier de l'Avent du Virage. Un article par jour pendant toute la période de l'Avent. Jusqu'au 24 décembre, donc c'est ça? 25. Rappelle-nous le concept, vas-y Xavier, c'est quoi le concept du calendrier d'Avent? C'est pas moi qui vais en parler, on va conclure là-dessus, mais c'est Arnaud qui a lancé cette idée, qui est l'instigateur et qui va en parler mieux que moi. Arnaud, c'est à toi. Donc le calendrier de l'Avent Virage PSG, c'est un jour, un auteur, un match avec des guests. On a commencé par Didier Roustan. Il va y avoir pas mal de surprises. On va voyager, parcourir l'Europe. Donc des grands matchs de l'histoire du club. Pas forcément des grands matchs. Il faut que ce soit des matchs coup de cœur. Des grands moments. Avec chaque fois une vision différente. Donc des choses très très émouvantes, des choses très très fortes, des belles victoires, des défaites aussi. On a un petit peu de tout. Mais voilà, une surprise par jour pendant tout le mois de décembre. C'est le cadeau de Noël de Virage. Merci, joyeux Noël. Joyeux à tous. Joyeux Noël. Et voilà, on va finir là-dessus. Joyeux Noël à tous les habitants de Ouagadougou. Salut, ciao.